Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez technique, mais crucial, les aides sociales en France. Celles qui sont pour les personnes, disons, en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Et le point de départ, c'est un truc assez fou. Ces aides, elles sont définies au niveau national, mais leur attribution, elle peut changer énormément selon le département où on se trouve. Oui, tout à fait. C'est comme si les règles étaient un peu à géométrie variable. Et c'est vraiment le cœur d'un rapport assez dense, publié en mai 2025, un rapport conjoint de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et de l'IGF, l'Inspection générale des finances. D'accord, deux grosses inspections. Et elles se sont penchées sur quoi exactement? Elles ont analysé 5 aides majeures. Alors on a l'allocation aux adultes handicapés, la fameuse AAH. Ensuite, la prestation de compensation du handicap, la PCH. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEH. Pour les seniors, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Et enfin, l'aide sociale à l'hébergement, l'ASH. Voilà les 5. Ok, 5 aides clés. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de décrypter un peu tout ça. C'est ça, comprendre comment elles fonctionnent déjà, puis voir pourquoi ça coince, pourquoi ces différences d'un territoire à l'autre. On va parler des défis, la complexité, la gestion bien sûr, mais aussi les contrôles, la fraude. Et aussi le non-recours, j'imagine. Ces gens qui y ont droit mais ne demandent rien. Exactement, un problème majeur. Et puis, on regardera les pistes que propose le rapport pour améliorer les choses, rendre le système plus juste, plus efficace, enfin, essayer d'y voir plus clair, quoi. Parfait. Alors, commençons peut-être par un petit tour d'horizon de ces 5 aides. L'AIH pour commencer? Alors, l'AEH, c'est un minimum social pour les adultes handicapés qui ont peu de ressources. On parle quand même d'environ 1,3 million de bénéficiaires. Le montant moyen, c'est dans les 9 000 € par an. C'est une aide de dernier recours en quelque sorte? Oui, elle est subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle intervient après les autres ressources. Et différentielle, elle complète pour arriver à un certain niveau. Et point important, elle a été déconjugalisée en 2023. Ça a changé pas mal de choses pour les couples. D'accord. Et à côté de l'AIH, il y a la PCH. Là, la logique est différente, si j'ai bien compris. Tout à fait. La PCH, c'est pas un revenu. Son but, c'est de compenser les frais supplémentaires liés au handicap. Pensez à l'aide humaine, aux aménagements du logement, au matériel spécialisé. Le budget est conséquent, autour de 3,4 milliards d'euros. C'est vraiment du cas par cas, une compensation individualisée. Ok. Compensation. Ensuite, l'AEH pour les enfants. Oui, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Elle aide les familles pour faire face aux dépenses liées à l'éducation et aux soins spécifiques de l'enfant. On a environ 435 000 enfants bénéficiaires. Budget concernant 1,5 milliard d'euros aujourd'hui. Et ça risque d'augmenter? Oui, le rapport projette même 2,4 milliards en 2030. C'est une aide qui soutient les parents, compense leurs charges. Pour les personnes âgées maintenant, l'APA. Sans doute la plus connue de grand public? Certainement. L'allocation personnalisée d'autonomie. Elle touche 1,4 million de personnes âgées. Le but, c'est de les aider à payer l'aide dont elles ont besoin, que ce soit à domicile ou en établissement. Budget énorme là aussi, presque 7 milliards d'euros. On dit qu'elle solvabilise la demande, en gros, elle donne les moyens de payer. Et la dernière de la liste, l'ASH. Aide sociale à l'hébergement. Voilà. L'ASH, elle intervient quand une personne ne peut pas payer ses frais d'hébergement en établissement, maison de retraite, foyer pour personnes handicapées. Elle couvre tout partie des frais, mais seulement si les ressources de la personne et l'aide éventuelle de sa famille. L'obligation alimentaire, c'est ça. Exactement, l'obligation alimentaire. Si tout ça ne suffit pas, c'est donc aussi une aide subsidiaire. Moins de bénéficiaires, un peu plus de 100 000, mais un budget très lourd quand même, 6,7 milliards d'euros. Bon, déjà, on voit bien que c'est pas monolithique. Il y a des logiques différentes, des conditions de ressources ou pas. Ça doit être un sacré casse-tête à gérer. Qui fait quoi, en fait? Ah bah, c'est là que ça se corse. C'est une gouvernance multi-acteurs. Vous avez l'État, qui fixe les grandes lignes, la Sécu, qui finance une partie via la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les CAF et la MSA versent certaines aides, comme la AH. Mais au quotidien, sur le terrain. L'acteur central, c'est le département. Ils sont chefs de file de l'action sociale. Ils gèrent en direct l'APA et la ASH, pour les personnes âgées. Et surtout, ils pilotent les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Ah oui, les MDPH, le guichet unique pour le handicap. C'est ça. C'est là qu'on dépose la plupart des demandes AHH, PCH, AEH. La MDPH instruit le dossier, prépare la décision, et c'est une commission, la CDAAPH, qui tranche.
Mais le rapport soulève un point sensible sur cette organisation, non? Pour l'AAH et l'AEH. Oui, effectivement. Pour ces deux-là, la MDPH instruit. Mais c'est l'État ou la CNSA qui paie. Et le rapport suggère que ça peut, disons, réduire l'incitation de la MDPH à vraiment contrôler à fond. Leur priorité, souvent, c'est de réduire les délais de traitement vu la pression. Moins contrôler si l'aide est parfaitement justifiée ou s'il y a un risque de fraude. D'accord. Un biais potentiel lié à la structure même du système. Et ça nous amène au cœur du rapport, ces fameuses disparités entre départements. Comment on explique qu'elles soient si fortes? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la décentralisation elle-même. L'idée, c'est d'être proche du terrain, donc ça crée forcément de la diversité. C'est un peu inévitable. Ensuite, les réalités locales jouent énormément. L'âge de la population, le chômage, la fréquence du handicap. Le rapport chiffre cette influence? Oui, il estime que ces facteurs sociodémographiques expliquent quand même entre 26% et 77% des écarts de dépenses selon l'aide considérée. C'est significatif. Mais pas 100%. Il reste une part inexpliquée par ces facteurs objectifs. Exactement, et c'est là qu'interviennent ce que le rapport appelle les pratiques de gestion variable. C'est-à-dire, concrètement? Mais ça veut dire que la façon d'appliquer les règles nationales diffère. Par exemple, la durée pour laquelle on accorde un droit, ça peut changer d'une MDPH à l'autre. L'évaluation des besoins, elle se fait massivement sur dossier. 86% pour AHA, EEH, PCH, dit le rapport. Peu d'entretien physique donc. Très peu. Ce qui laisse plus de place à l'interprétation des documents, l'utilisation des outils nationaux, comme la grille à Gégir pour l'autonomie ou le GEVA pour le handicap, elle n'est pas toujours homogène. Et puis il y a des zones de flou réglementaire. L'exemple type, c'est le calcul de l'obligation alimentaire pour la SH. Ah oui, vous disiez qu'il n'y a pas de barème national. Non. Donc chaque département a sa propre méthode, sa propre marge d'appréciation. C'est énorme comme différence potentielle. Donc, pour une situation identique sur le papier, on peut avoir une décision différente à Lille ou à Marseille. C'est tout à fait ce que le rapport laisse entendre. Il pointe aussi des capacités de contrôle très inégales, et surtout de récupération des indus, les sommes versées à tort. En moyenne, les départements y mettent à peine 2 équivalents temps plein. C'est très peu. Le rapport donne un exemple sur la PCH qui est assez parlant, je crois. Oui, c'est intéressant. Les auteurs ont noté une corrélation négative dans certains départements. Plus il y a de bénéficiaires PCH, Moins le montant moyen versé à chacun est élevé. voilà. Ça pourrait suggérer, et le rapport reste prudent, que le budget local influence les montants accordés, même si la PCH est cofinancée nationalement. Ça pose question. Et dans le temps, ces différences, elles s'accentuent ou se réduisent? Globalement, c'est assez stable entre 2017 et 2023. Sauf pour les AEH, l'aide aux enfants handicapés, où les écarts se creusent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la situation financière du département, sa richesse, sa dette, explique peu les écarts pour les aides qu'il gère comme l'APA ou la PCH. Donc c'est vraiment les pratiques de gestion et la démographie locale qui priment. C'est ce qui ressort. Tout ça, la complexité, les variations, ça doit avoir des conséquences humaines fortes. Le non-recours, par exemple. C'est un gros problème, hein? C'est un problème massif. Vraiment, la complexité des dossiers, le manque d'infos, parfois la honte, la peur de devoir rembourser. Résultat, plein de gens qui pourraient avoir une aide ne la demandent pas. Le rapport avance une estimation vertigineuse. Environ 30% de non-recours pour les aides à l'autonomie en général. Un tiers. C'est énorme. Et pour l'ASH, personnes âgées, ça monte à 73%. 73%. Mais pourquoi autant pour l'ASH? C'est principalement à cause de l'obligation alimentaire dont on parlait. Le fait de devoir solliciter les enfants? Oui, et aussi la récupération sur succession. Le département peut récupérer les sommes versées sur l'héritage après le décès. Ces deux mécanismes font très peur. Et beaucoup de familles, même modestes, préfèrent se débrouiller autrement ou ne pas placer leurs parents. C'est terrible, une aide de solidarité qui devient un repoussoir. C'est un vrai paradoxe. Et à l'inverse du non-recours, il y a l'autre face. Les erreurs, les indus et la fraude. Quelle est l'ampleur? Faut bien distinguer l'erreur involontaire, le droit à l'erreur existe, et la fraude délibérée. C'est dur à chiffrer globalement la fraude, mais elle existe, oui. Le rapport liste les risques, faux certificats médicaux, et là, l'évaluation sur dossier n'aide pas. Forcément. Fausse facture pour la PCH ou l'APA, le rapport cite un cas à 19 000 €. Fausse déclaration sur les revenus, sur la situation de l'aidant, et parfois des montages plus organisés. Il parle d'une fraude au forfait surdicité de la PCH à Paris. Ah oui. Une 50aine de cas, pour un préjudice estimé à plus d'1 demi-million d'euros par an. C'est pas anodin. Et comment on contrôle tout ça? Le rapport dit quoi sur l'efficacité des contrôles? Il est assez critique. Les contrôles sont jugés trop documentaires. On regarde les papiers, mais pas assez la réalité derrière.
La contre-expertise médicale en MDPH, c'est souvent difficile par manque de médecins. Vérifier que l'aide humaine payée via la PCH ou l'APA a bien été faite, c'est compliqué, surtout si l'argent va direct sur le compte. Sans passer par un prestataire ou des CUSU. Exactement. Beaucoup de MDPH ou de services départementaux n'ont pas de vraie stratégie de contrôle interne. Et les agents eux-mêmes ont des pouvoirs d'enquête assez limités. On en revient un peu au lien avec la structure CAF, la séparation instruction-paiement, le manque de moyens dédiés au contrôle. Oui, c'est lié. Et le rapport note que la CNSA, au niveau national, est beaucoup moins outillée pour la lutte antifraude que, par exemple, la CNAF pour les allocs ou la CNAM pour l'assurance maladie. Il y a clairement une marge de progrès là. Pour améliorer tout ça, gestion, contrôle, mais aussi simplifier pour les usagers, un levier semble incontournable. L'informatique, les systèmes d'information. Ah oui, c'est crucial. Le rapport insiste beaucoup là-dessus. Il faut absolument développer les échanges de données automatiques entre administrations, les impôts, les CAF, Pôle emploi, utiliser ce qu'on appelle les API, des connecteurs informatiques. Pour que les infos circulent toutes seules, sans redemander 50 fois les mêmes papiers. C'est l'idée. Vérifier les revenus automatiquement, par exemple. Ça simplifie, ça fiabilise, ça sécurise. Il faut aussi accélérer le déploiement de logiciels communs et plus performants dans les MDPH et pour l'évaluation de l'autonomie. Il y a du boulot. Bon, le diagnostic est assez sévère. Quelles sont les pistes de réforme que proposent l'IGAS et l'IGF pour sortir de ça? Il y en a beaucoup, on peut les regrouper un peu. D'abord, clarifier et renforcer le cadre national. Par exemple, préciser ce qui est finançable ou non par la PCH ou la FVH. Et surtout, enfin, créer un barème national pour l'obligation alimentaire de la SCH. Ça changerait la donne niveau équité. Mettre fin à la loterie départementale sur ce point. Ensuite, harmoniser les pratiques locales. Oui. Standardiser les durées de droit pour éviter les allers-retours administratifs. Systématiser un entretien pour une première demande d'AH entre 50 et 79% d'incapacité, AH2, car c'est souvent complexe à juger sur dossier. Et puis, encourager le partage de bonnes pratiques d'évaluation entre les MDPH avec la CNSA comme pilote. Et pour les contrôles, concrètement? Renforcer le contrôle dit d'effectivité. Vérifier que l'aide versée correspond bien à quelque chose de réel. Par exemple, pour l'AEEH, s'assurer que le parent a bien réduit ou arrêté de travailler comme déclaré. Le rapport suggère aussi de généraliser des systèmes comme la télégestion ou le CSU préfinancé pour l'aide humaine APA-PCH. Pour tracer les dépenses. C'est ça. Et puis, travailler sur la fiabilité des certificats médicaux. Le rapport va plus loin aussi. Il touche aux paramètres même des aides, à la fiscalité. Oui, il ouvre des débats importants. Faut-il rendre le barème de l'APA plus progressif? Que la participation des usagers augmente plus vite avec les revenus? Faut-il prendre en compte le patrimoine et pas seulement les revenus pour calculer l'APA? Il interroge aussi le lien entre aide directe, APA, PCH, et avantages fiscaux comme le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Y a-t-il un risque de double compensation? On paye 2 fois pour la même chose, en quelque sorte. C'est la question posée. Faut-il revoir certains abattements fiscaux spécifiques? C'est sur la table. Et pour l'AEH ou la SH, d'autres idées. Pour l'AEH, étudier le passage à une déclaration de ressources mensuelle, comme le RSA, pour que l'aide s'ajuste plus vite. Pour la SH, intégrer le patrimoine financier dans le calcul des ressources pour les personnes handicapées hébergées comme pour les personnes âgées. Et surtout, il questionne vraiment la pertinence de maintenir des règles comme la récupération sur succession pour la SH, vu l'effet désastreux sur le recours. C'est un chantier énorme qui va du détail de gestion à des choix de société. Un dernier point que le rapport aborde, ce sont les aides extralégales. C'est quoi ça? Alors ça, ce sont les aides que les collectivités locales, surtout les communes et leurs CCAS, les centres communaux d'action sociale, décident de mettre en place de leur propre chef. C'est facultatif en plus des aides prévues par la loi. Des secours d'urgence, des aides pour la cantine, le transport, parfois les obsèques. Très variable d'une ville à l'autre, j'imagine. Extrêmement variable. Ça dépend des moyens de la commune, de ses choix politiques. Paris, par exemple, a une offre très large pour les personnes âgées ou handicapées. D'autres villes vont plus cibler la précarité générale. L'impact global est mal connu, c'est très éclaté, mais ça constitue un filet de sécurité supplémentaire important par endroit. Donc si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on a vu grâce à ce rapport IGAS-IGF, on a un système d'aide à l'autonomie qui est vital pour des millions de gens, mais qui est très complexe. Très complexe, oui. Et cette complexité crée des inégalités de traitement selon où on habite et un non-recours massif. Malgré un cadre national, les différences sont énormes. Exactement. Les défis sont partout.
Gestion, contrôle, fraude. Mais le non-recours est peut-être le plus grand défi caché. Le rapport appelle à des réformes continues pour trouver un équilibre difficile entre équité, efficacité de l'argent public et soutenabilité. Surtout avec le vieillissement qui arrive. Et au-delà de la technique, il y a des questions de fond sur nos valeurs, sur la solidarité. Oui, le rapport le rappelle, les principes comme le libre choix de la personne sont importants, mais ils montrent bien la tension entre la solidarité nationale, celle qu'on finance tous, et les solidarités familiales, comme l'obligation alimentaire. Idéalement, elles devraient se compléter. Mais aujourd'hui, parfois, l'une décourage l'autre. L'ASH en est l'exemple criant. Réfléchir, peut-être. On parle beaucoup du mur démographique de la dépendance qui arrive dès 2030. Face à ça, comment on fait évoluer ce système pour qu'il soit plus juste sur tout le territoire, plus efficace, finançable sur le long terme, et surtout qu'il aide vraiment à construire une société où les personnes âgées, les personnes handicapées ont pleinement leur place. C'est un sacré programme.